Monsieur le professeur Ibader Thiam, coordinateur général du projet Histoire générale du Sénégal, mesdames, messieurs les coordonnateurs, je suis Mohamedou Moustapha Sow, responsable de la communication du projet Histoire générale du Sénégal. Je voudrais d'abord vous remercier en tout cas d'avoir bien voulu être présent à cette conférence de presse. Nous avons tenu à vous inviter à cette rencontre pour échanger sur un certain nombre de points relatifs à la vie du projet Histoire générale du Sénégal. Tout en sollicitant votre compréhension, nous souhaiterons que cette conférence puisse durer au maximum 45 minutes à l'heure de temps pour nous permettre d'échanger sur essentiellement deux points, à savoir, dans un premier temps, le professeur Ibader Thiam fera un mot introductif, reviendra vraiment sur la vie du projet, des informations essentielles sur la marche de ce projet depuis qu'il a été mis en place. Et dans un deuxième temps, le coordinateur adjoint, le professeur Bouba Diop, reviendra sur certains aspects spécifiques du rapport que vous avez entre les mains, du rapport d'activité que vous avez entre les mains. Et après cela, sans doute, on vous donnera la parole pour recueillir vos questions. Je m'en vais, professeur, avec votre permission, vous donner la parole pour justement revenir sur mon introduction à cette conférence. Je vous remercie beaucoup, monsieur le responsable de la communication. Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage, mesdames et messieurs les journalistes, au nom du comité de pilotage de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous dire que nous aurions essayé avec vos différents organes de presse un partenariat patriotique destiné à apporter au projet Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours dans la réalisation de conditions du contexte de notre conscience historique, de notre identité nationale et de notre place dans l'évolution du monde, un succès total. Nous aurions en effet souhaité que notre projet mobilise à ce jour plus de 600 contributeurs, spécialistes de différentes périodes, couvrant les 350 000 ans que nous allons prendre en charge, soit un projet consensuel qui mobilise la totalité de la communauté intellectuelle et universitaire du pays et de la sous-région, de formation française, de formation arabe, anglophone, lusophone, ou bien de formation traditionnelle. C'est un projet ouvert, participatif, inclusif, dont l'ambition est de faire sa juste place à tous ceux et à toutes celles qui détiennent une parcelle de savoir, pouvant éclairer la geste de nos ancêtres, l'évolution de notre pays et les étapes qui ont permis au Sénégal d'être la nation respectée, considérée, unie, qui sert de modèle dans la sous-région, en Afrique, dans le monde, et où il a une ligne qui fait bon vivre. Un projet qui concerne toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les langues, toutes les religions, tous les terroirs, tous les territoires, tous les États, tous les empires de la Sénégal. Nous venons de faire paraître le rapport d'activité de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, pour l'année
2009-2016. Il rend compte du travail que nous avons déjà réalisé et des perspectives que nous avons définies pour le présent et pour le futur. À l'heure actuelle, chacune des 9 commissions que nous avons instituées travaille à plein régime, de manière à produire au moins un volume avant la fin de l'année 2017. La totalité du travail portant sur 25 volumes de 500 à 800 pages chacun, devant être bouclés en 2019 au plus tard, s'il plaît à Dieu. Je tiens à cette date à présenter tous mes remerciements à tous les khalifes généraux Tidiane, Mouride, Khadr, Layen, Kénéba, Aïdara de Casamance et à toutes les entités religieuses non impliquées dans les confréries, aux autorités chrétiennes, catholiques et protestantes, aux représentants des sagesses traditionnelles, à toutes les communautés universitaires du public et du privé, sans exception de leur contribution dans le travail réalisé. J'en profite pour rappeler à tous, collègues enseignants, chercheurs, bibliothécaires, documentalistes, informaticiens, architectes, géographes, historiens du dedans et de l'extérieur, poètes, écrivains, artistes, journalistes, syndicalistes, hommes politiques, responsables ou militants des mouvements de femmes, de jeunes, d'étudiants, d'élèves, aux personnes du 3e âge, aux grands témoins, aux généalogistes des grandes familles, aux griots attachés aux familles royales, aux bijoutiers, aux tisserands, aux photographes, aux sportifs, aux leaders d'opinion, aux chefs d'entreprise, aux ouvriers, tailleurs, coiffeurs, agriculteurs, pêcheurs, éleveurs, à l'armée, à la gendarmerie et à la police, mais également aux anciens gardes-cercles, aux ex-tirailleurs, aux musiciens, aux chanteurs, aux danseurs, que notre histoire générale, qui se veut globale et totale, les concerne tous. À tous, je dis, ce projet est le vôtre. Vous êtes personnellement, individuellement et collectivement invités à sa réalisation. Personne, je dis bien personne, n'est exclu. Il vous suffit de vous rendre à son siège ou de contacter nos services ou les structures sœurs qui nous accompagnent pour intégrer nos équipes. Toutes les contributions acceptées et validées seront rémunérées sur la base d'un contrat, comme cela se fait dans des projets de cette dimension. Cet appel s'adresse aussi à tous les historiens et chercheurs traditionnistes en langue arabe ou nationale, quel que soit leur domaine d'activité ou leur sphère de compétences. Nous avons besoin, je le répète encore, de toutes les compétences. La mission qui nous est confiée prend d'autant plus de relief qu'à l'occasion d'une audience que le chef de l'État a bien voulu m'accorder le vendredi 12 mai au Palais de la République, il m'a annoncé premièrement que le président Hollande avait décidé de mettre par son intermédiaire à la disposition du Sénégal des copies de microfilms dont le plus ancien daterait de 1722 et dont l'exploitation
sera d'une utilité incomparable pour l'écriture de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Ce geste de haute portée politique, expression d'une coopération solidaire, fraternelle et décomplexée, fondée sur la confiance réciproque et le respect mutuel, pourrait concerner près de 3 millions de documents d'archives que la future maison des archives accueillera avec honneur, plaisir et responsabilité. Maison des archives dont le président avait déjà dit dans une audience précédente que lui serait attribué un terrain à Diamniadio pour qu'elle puisse disposer d'infrastructures importantes. Et nous pensons qu'à cette occasion, cette structure pourrait aussi abriter la grande bibliothèque nationale dont le Sénégal a besoin pour compléter son infrastructure intellectuelle. Cette maison accueillera avec honneur, plaisir et responsabilité ces différents microfilms. C'est un événement exceptionnel qui mérite d'être salué par tout notre pays. Au nom du Sénégal, nous saluons cet axe posé par le président Hollande et le président Macky Sall. Deuxièmement, le président de la République, Monsieur le Président de la République, a en outre décidé de relancer les activités du comité pour la valorisation des archives de Thiaroye 44, Kovar 44, qui a déjà fait l'objet d'un arrêté dûment signé, en mettant à sa disposition les moyens nécessaires à son fonctionnement. C'est ce comité qui a pour mission non seulement de faire la vérité sur ce qui s'est passé réellement à Thiaroye, mais également de convoquer un colloque international ouvert à tous les pays africains ayant participé à la Deuxième Guerre mondiale, colloque au cours duquel notre pays partagerait avec ses frères du continent les documents concernant les événements de Thiaroye. Troisièmement, enfin, Monsieur le Président de la République, plus que jamais préoccupé, comme toujours, de l'intérêt supérieur de notre pays, a décidé que l'État sénégalais va prendre en charge le budget de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, ce qui constitue, il faut avoir le courage de le reconnaître, un acte fort d'une haute portée symbolique pour lequel toute la communauté scientifique, nationale et internationale, engagée dans ce projet, lui exprime du fond du cœur ses remerciements les plus sincères et sa satisfaction pleine et entière. J'ai en effet le plaisir de vous annoncer que nos collaborateurs extérieurs ont déjà ouvert la voie. Christian Roche, qui, comme vous le savez, a été proviseur au Sénégal, inspecteur général de l'éducation, et qui ensuite a été conseiller au ministère, vient de faire paraître Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Rupture d'une amitié. Il nous a fait savoir que toute la partie concernant l'histoire de la Casamance, dont il est spécialiste, il s'engageait à la prendre en charge pour rédiger tous les textes dont nous pourrions avoir besoin. Je vous signale également qu'un autre historien canadien qui s'appelle Martin Moule vient de faire paraître, lui aussi, Thiaroye 44, Histoire et mémoire d'un massacre colonial, qui donne la lecture de l'historien sur les événements de Thiaroye et jette une lumière extrêmement intéressante sur cette thématique à partir de recherches faites sur le terrain et sur les archives françaises. Mesdames et messieurs les journalistes, nous tenons à votre disposition pour tenter de répondre
aux questions que vous aurez à poser. Je vous remercie de votre attention. Merci. Un exercice interne qui permet de rappeler le parcours, de camper la situation dans laquelle on est et de placer des perspectives pour ce que nous allons. Mais c'est aussi un exercice qui a un usage externe, c'est partager avec les citoyens, avec ceux qui ont soutenu le projet. Je m'avais posé la question comment on a fait pour maintenir le rythme. Alors, cet exercice a été fait et nous avons tenu à le partager avec vous. C'est l'occasion de rendre un hommage à beaucoup de collègues, d'amis qui étaient avec nous au départ, il y a 3 ans, 4 ans, qui malheureusement nous ont quittés avant même que les premiers volumes ne sortent. Nous pensons qu'ils vont avoir une pensée pieuse à leur égard. La liste est longue, mais nous avons tenu dans ce numéro d'ailleurs à rendre hommage à certains d'entre eux. Entre la publication du rapport et cette conférence de presse, effectivement, certains nous pensons à eux et à leur famille. Je terminerai avec un certain devoir républicain. Mais dans une république, quand on travaille, il faut rendre compte. Et enfin, c'est une question d'éthique. Pouvoir dire ce qu'on a voulu faire, où est-ce qu'on en est, et où est-ce qu'on va. Alors, le document que vous avez, il y a une introduction où effectivement vous avez une présentation de l'équipe. Il y a le rappel du projet, l'organigramme opérationnel, le bilan que nous faisons et les perspectives. Tout y est. Il y a bien entendu des informations sur, on peut dire, le squelette des volumes. Là où on est, la configuration. Par exemple, il y a un détail sur le tome 1 avec les volumes. C'est que tout ne va pas sortir en même temps, mais on a essayé de vous donner également le chronogramme. L'exercice, c'est une fois que les équipes ont travaillé, c'est de soumettre à un comité scientifique international des gens qui sont en dehors du groupe pour évaluer et peut-être même faire des suggestions. C'est possible. Donc ça aussi, nous avons tenu à vous donner des informations sur le tome 1, le tome 2, le tome 3 et sur ce que la commission des sources va faire, la commission de communication, la commission qui s'occupe de l'art, de la culture, et tout cela est dans le détail. La stratégie de rédaction, l'édition, comment nous voyons la chose. Et vous avez en annexe des images de 2 grandes rencontres. Une rencontre ici à Dakar avec la communauté Lébou et une autre rencontre très importante, la première en dehors de Dakar, c'était à Tambacounda. Alors vous avez également le détail. Je peux signaler aux journalistes, ceux qui veulent même voir les images donc de la rencontre de Tamba, tout ce qui concerne l'audiovisuel, c'est possible de voir non seulement ce qui a été fait à Tamba, mais sur le chemin, tout ce qui a été filmé et qui concerne notre histoire et notre histoire. Voilà en gros, je comprends qu'elle peut arrêter, mais c'est ça le contenu de ce rapport. Vous pouvez le lire et poser des questions sur les détails. Parce que les membres, les responsables des commissions sont derrière, il y a des questions pointues concernant tel ou tel aspect, parce que le président va donner les réponses et les membres des commissions également pour donner des compléments. Merci. Merci, professeur. Le professeur Tian est l'économie des universitaires. J'insisterai surtout sur l'importance de l'exercice auquel nous nous consacrons aujourd'hui, qui est un exercice de partage. Il faut que vous puissiez savoir ce que nous faisons depuis tant de mois et que vous puissiez apprécier et mettre ça à la disposition des sénégalais. Donc, encore une fois, j'attire l'attention que c'est un exercice important et que vous êtes chargé vraiment de mettre à la disposition des sénégalais et de dire ce que nous faisons. Puisqu'on va partager
projet national. Merci, professeur. Alors, avant de vous donner la parole, justement, je voudrais aussi insister sur ce point, c'est la dimension communication à destination du public de ce projet. Nous avons déjà le site web du projet, senhistoire.org. Vous avez toutes les informations à temps réel au niveau de ce site-là avec son adresse Facebook. Et en plus, nous envisageons dans les prochains jours à organiser un atelier de formation des journalistes, en train de mettre en place un réseau de journalistes intéressés par l'histoire générale du Sénégal. Et ça aussi, vous serez sans doute conviés pour voir ensemble comment porter la communication au public. Donc voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, la parole vous revient. Vous allez décliner votre identité et ensuite nous allons faire un certain nombre de journalistes et vous allez poser des questions. Donc voilà, la parole est à vous. La question que je vais poser, bien sûr, c'est que je me mets un peu dans la position de Sénégalais lambda qui ne comprend pas français, qui n'a pas vraiment de notions sur les termes vraiment spécifiques. Ce que je veux ici vous demander, parce qu'il est évident quand même que ce n'est pas évident. Il y aura peut-être travaux, peut-être sur les secteurs de l'essai. Je veux peut-être, si c'est possible, que vous donner en quelques grands axes d'un livre, peut-être des résultats, peut-être que les Sénégalais pourront retenir quand vous allez arriver jusque-là. Alors, moi, ça me semble aussi entendre que vous avez parlé qu'il y aura peut-être des contributions étrangères, pour des chercheurs étrangers et tout. Alors, donc, moi, je me dis, bon, face à cela, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que, de par ce que les citoyens sénégalais font, ce que les citoyens étrangers apportent, comment faire en sorte quand même pour qu'il n'y ait pas des influences ou bien qu'il n'y ait pas peut-être des informations peut-être qui conduisent un peu la réalité de l'histoire du Sénégal. Parce qu'on nous a toujours dit qu'on nous a raconté notre histoire, on nous a donné une version qui n'était pas notre histoire. Alors moi j'aimerais bien savoir aussi comment on fait peut-être pour que les Sénégalais sachent que l'histoire peut-être qu'on le raconte, qui n'est pas parce que vous êtes des noms d'historiens ici, hein. Il y a Christian Roche, il y a le Canadien Martin. Bon, ces gens-là, quand même, ils me viennent sur la base du point savoir que c'est des Sénégalais. Alors, ils apportent une contribution à l'histoire du Sénégal. Donc, on fait bien en pour que vous libérez vraiment des versions que cela pour vous écouter. La dernière question, bien sûr, est relative ça a été sur le Conseil du Pouvoir, au comité, un comité international qui va un peu évaluer l'histoire du Sénégal, après que vous ayez envoyé votre travail. Alors, pourquoi justement il n'y a pas justement ce travail de pas être à l'interne? C'est-à-dire que les Sénégalais lisent l'histoire et que ça puisse être validé par les Sénégalais, sans qu'on soit obligé de passer par l'extérieur pour valider notre histoire. On prend une autre question. Oui, c'est une partie de la radio-télévision Lampa. D'abord, j'adresse mes sincères remerciements à l'équipe qui est chargée de la rédaction de notre histoire générale, des origines à nos jours, ce qui n'est pas du tout facile. Quand je vois la mention des origines à nos jours, je me suis posé la question intérieurement de savoir est-ce qu'ils vont, avec l'expertise, toute l'expertise qu'ils disposent, est-ce qu'ils peuvent arriver à leur fin. Mais à l'impossible, nous est tenu. Je vois que vous y allez lentement, sûrement et progressivement, vous y allez. Et bientôt, les Sénégalais vont disposer de leur histoire, de des origines à notre jour. Maintenant, la question qui me structure les méninges, c'est de savoir les minorités, comment vous avez procédé avec ces minorités ethniques disséminées à travers le Sénégal, du nord au sud, en passant par le centre. Si je me réfère sur le cas du sud, il y a tellement de minorités là-bas qui sont
sont d'origine de la Guinée-Bissau et qui sont par la suite, par la force des choses, se sont installés à Ziguinchor, un peu partout dans la Casamance, et qui sont d'origine de la Guinée-Bissau, tels les Balantes, les Manoj, et ainsi de suite. Du côté du nord, chez moi, précisément au nord de Fouta, là-bas aussi, je ne sais pas comment vous avez pu abattre le travail, parce que le problème de caste se pose là-bas. Le problème de caste se pose là-bas. Les Torodo et les Matulé. Maintenant, voilà, c'est que les interrogations que j'avais à porter à votre bien aimable attention, tout en vous félicitant vraiment du travail abattu. Merci. Oui, je suis même aussi l'observateur. Ma question, c'est de savoir, dans votre rapport de 2016, est-ce qu'on peut avoir quelques points saillants sur les confirmations ou les informations de certaines périodes qui ont été racontées? Certaines périodes qui ont été racontées et que certains pensent que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire comme par exemple l'histoire de Ndiaye qui a été ici, dans le document que j'ai, daté et contextualisé. Il y a aussi le congrès de Vienne dans l'établissement de la colonie en 1817, constitué une histoire du Sénégal ou celle de la France. Les gens veulent savoir est-ce qu'il y a eu des informations ou des confirmations des choses qui ont été racontées dans l'histoire du Sénégal par les colons. Merci. Oui, c'est bon. Bon, on peut répondre à ces trois questions, quatre déjà. Voilà. Professeur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, les grands axes sont contenus dans le document que vous avez remis, puisque nous avons estimé qu'il y avait une première période qui durait les origines environ. Ensuite, une période qui durait du 19e siècle jusqu'au 19e siècle. Et une autre période qui durait du 19e siècle jusqu'à nos jours. Par conséquent, nous nous sommes mis d'accord sur le découpage chronologique que nous avons créé de grandes commissions qui sont chargées de prendre en charge les différentes questions qui correspondent aussi à des spécialisations maîtrisées par ceux d'entre nous qui ont travaillé sur ces questions, qui ont dirigé beaucoup de travaux de thèse et de recherche sur ces matières et qui par conséquent sont largement informés de tous les éléments d'appréciation susceptibles de permettre une bonne disponibilité de tout ce qui s'est passé. Je voudrais de ce point de vue-là vous demander de me faire confiance. C'est un travail de spécialiste. On ne va pas écrire l'histoire générale d'un pays si on ne se met pas d'accord sur un certain nombre de grands axes et si on ne donne pas à chacun de ces grands axes un contenu bien précis. Nous ne faisons pas un travail d'amateur. Nous faisons un travail de spécialiste. Les spécialistes les plus tenus, les spécialistes les plus raffinés, les spécialistes les plus cultivés et qui sont capables sur l'ensemble de ces questions d'apporter des informations qui sont les plus fiables. Les spécialistes dont la compétence n'est contestée par personne. Dans le milieu universitaire, il y a une norme, c'est que quand on a fait un travail, on soutient une thèse. Et cette thèse est soutenue devant un jury. Ce jury est composé d'experts qui sont spécialistes de la matière. Quand ils valident votre travail, le travail scientifique que vous avez présenté a une valeur universelle. Personne qui n'a eu à faire un travail de même nature, validé par une instance similaire, ne peut contester le sérieux de ce que vous avez dit. Aussi le conteste, on le laisse de côté comme étant quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il faut quand même qu'on retrouve les choses à ceux qui en sont les véritables maîtres. On cesse au Sénégal de nous permettre à n'importe qui de parler de n'importe quoi. Vous voyez quelqu'un qui se réveille un matin, prend un micro
parce que simplement il a entendu ses parents parler d'un événement qui s'est passé quelque part dans son village, dans sa zone, il se considère comme étant historien. Et il essaie de bâtir des théories sur les légendes qu'il a entendues. Ça ne fait pas sérieux. Il y a des gens dont le travail consiste à aller dans le fond des choses, pour creuser les problèmes, confronter les sources et en fin de compte arrêter les décisions. Quand on ne sait pas, il faut avoir le droit de demander. Quand vous demandez, on vous donne des informations. Quand on vous les donne, considérez-les comme étant valables. En disant que vous appuyez sur la personne ressource que représente telle et telle personne. Dans ce moment-là, on est absolument. Est-ce que les étrangers vont nous apporter quelque chose? Nous avons pensé qu'il n'était pas bon qu'on écrive l'histoire du Sénégal seul. Il y a des étrangers qui ont travaillé sur le Sénégal depuis de longues années. Et dont les travaux sont des travaux extrêmement importants. Des travaux dont nous nous sommes nous-mêmes servis quand nous avons eu à faire nos travaux de recherche. Ils sont d'une honnêteté scrupuleuse et qui n'ont jamais cherché à influencer des résultats de la recherche. Nous avons des collègues comme Sylvain qui ont travaillé sur l'histoire du Sénégal, n'est-ce pas? Nous avons des collègues comme quelqu'un comme Christian Roche, qui également ont travaillé sur le Sénégal. Nous avons des personnes comme nous qui ont travaillé sur le Sénégal. Vous voyez bien que nous, soit en français, qui travaille au Canada, à Montréal, n'est-ce pas? Son livre sur Tiaro s'appelle Tiaro et 44, Histoire et mémoire d'un massacre colonial. D'un massacre colonial. Cela veut dire que cet homme-là n'a pas eu envie de cacher ce qui s'est passé. Et quand vous lisez les informations qui sont contenues, n'est-ce pas, dans ce travail, vous vous rendez compte qu'il essaie de débusquer toutes les tentatives de détournement de l'attention contenues dans les différents documents officiels, de sorte que, en fin de compte, il arrive par mettre la lumière, mettre l'accent sur ce qui s'est réellement passé, afin que les gens comprennent. Il n'y a jamais eu de mutinerie, mais qu'il y a eu un acte injuste pendant l'administration coloniale. Je pense par contre que ces gens-là sont légion. C'est avec ces gens-là que nous travaillerons, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'aller chercher les travaux de quelqu'un comme certains historiens qui, pendant l'époque coloniale, ont fabriqué des histoires du Sénégal, qui sont un bricolage simplement d'informations reçues du gouvernement général et qui ensuite ont tenté de nous faire croire que nos ancêtres étaient les Gaulois ou qui n'ont joué aucun rôle dans l'histoire. Ça, c'est donc exclu. Il s'agit donc d'étrangers qui sont triés au volet, n'est-ce pas, et qui sont des gens dont l'intégrité, la compétence sont connues au monde. Il y a quelques jours ici, on a fait une projection qui nous a permis d'accéder aux recherches les plus récentes qui sont faites aujourd'hui dans la vallée du fleuve Sénégal par une équipe qui vient de l'université de Genève et qui ont permis de renouveler beaucoup de thèses qui avaient été jusqu'à présent faites sur cette question. Ces gens-là, lorsqu'ils nous offrent leur service, nous sommes obligés de les accepter. S'ils ne les offrent pas, nous sommes obligés d'aller vers eux pour leur demander de venir apporter leur contribution. Il y a maintenant des Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent au Canada, qui travaillent en Allemagne, qui travaillent aux Pays-Bas, etc., qui travaillent en France, qui travaillent également en Suisse. Ces gens-là, ils sont des Sénégalais. Ils sont spécialistes de l'histoire du Sénégal. Ils veulent participer à l'histoire du Sénégal. Nous les accueillons avec nous, n'est-ce pas? Comme Cheikh Tababou, un grand spécialiste de l'histoire, n'est-ce pas, de Cheikh Amadou Bamba, et qui a aujourd'hui, à mon avis, élaboré des théories les plus pertinentes sur les rapports de Cheikh Amadou Bamba de l'administration coloniale, représente de ce point de vue un modèle. Vous avez le professeur Mamadou Bout, vous avez le professeur Mohamed Bout, vous avez le professeur Bachir Diaye, vous en avez d'autres. Ils sont tous membres de l'histoire générale du Sénégal. Ils ont salué le projet et ont décidé de le soutenir. Personne ne pourra par conséquent nous influencer. Et ces gens travaillent en parfaite harmonie avec nous et le travail sera jugé dans les mêmes conditions que le travail des Sénégalais qui sont ici. Nous avons donc pensé que cet attelage-là, il faut veiller à ce qu'il soit cohérent et que nous fassions en sorte qu'il donne des résultats satisfaisants.
Pourquoi avons-nous parlé d'un comité international qui va valider le travail? Il y a une commission, nous aurons un comité scientifique. Ce n'est pas seulement un comité scientifique international. Dans ce comité scientifique, les éléments les plus nombreux sont des gens appartenant au Sénégal, n'est-ce pas? Mais nous y avons fait également entrer un certain nombre de gens qui proviennent du milieu international, n'est-ce pas? Et sur le sommet, nous n'avons rien attaché. Je ne peux pas contester la validité du travail que les gens font, et le travail encore provenant de spécialistes dont les travaux ont été consacrés par des jurys de thèse qui les ont validés et qui ont considéré que c'était des éléments scientifiquement valables et crédibles. Mais nous avons pensé que, quand nous avons fini le travail, nous soumettre à un conseil scientifique international et international qui présente une garantie de sérieux et de crédibilité. Car nous sommes dans un pays où dès que vous avez fini quelque chose, immédiatement les gens se lèvent et font des critiques. Eux, ils ne s'affordent sur rien. Ils n'ont aucune accréditation. Ils n'ont aucune base scientifique sur laquelle s'appuyer. Mais ils font des critiques superficielles. Et malheureusement, quand ils les font, la presse les amplifie, leur donne de l'importance, sans se rendre compte qu'ils ne méritent pas qu'on leur fasse créance. Parce qu'il y a des critiques, quand vous les faites en France, aucun journal ne vous écoute. Et il ne relève pas vos informations. Parce que quand quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui est un spécialiste, n'est-ce pas? On ne peut pas permettre à quelqu'un qui n'est pas spécialiste de se permettre de donner un avis différent. Mais au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Il suffit que quelqu'un prenne le contre-pied de ce que vous dites, surtout si vous êtes quelqu'un de populaire, pour qu'immédiatement on monte ça en épingle et on dit voilà, il lui a fait une leçon, il a démoli sa thèse, etc., sans se rendre compte qu'on est en train de faire un gâchis considérable dont les conséquences peuvent être dangereuses pour l'avenir du Sénégal. Or, ce que nous faisons, c'est sérieux. Il s'agit de l'histoire de notre pays, une histoire que nous devons élaborer de manière consensuelle et qui va nous permettre d'avoir enfin un fil d'Ariane à partir duquel nous pourrons nous situer, retrouver qui nous sommes, retrouver ce que nos ancêtres ont fait et avoir quelque chose que nous pourrons enseigner à nos enfants et aux générations futures afin que nous puissions retrouver notre identité culturelle, notre conscience historique et que nous soyons des Sénégalais véritablement équilibrés et décomplexés. Ce travail-là nécessite, quand on n'est pas spécialiste, qu'on suive ce qui s'y fait, qu'on essaie d'apporter son soutien, qu'on appuie notre projet et qu'on ne va pas le critiquer de façon indue parce qu'on vous a donné de l'argent ici ou là, ou parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas que le projet réussisse et qui ont essayé de vous soudoyer pour que vous puissiez difficilement le projet. Alors donc, je voudrais vous rassurer sur ça. Pourquoi on nous dit l'histoire des origines à nos jours? Parce que l'histoire générale du Sénégal va être une histoire complète. Elle va partir des premières manifestations de l'Homo sapiens jusqu'à nos jours. Et c'est la raison pour laquelle elle couvre une période de 350 000 ans. Notre histoire va couvrir une période de 350 000 ans. Ça n'a jamais encore été fait jusqu'à ce jour. Toutes les manifestations de l'activité humaine dans notre pays seront systématiquement recensées, n'est-ce pas? Et ça fera l'objet de publications, d'ouvrages dans lesquels vous verrez comment vos premiers ancêtres se sont manifestés sur le sol sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme traces matérielles permettant d'appréhender leurs activités, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme élément pour connaître leur culture, leur civilisation, leur réalisation, et quel rôle nous occupons dans l'histoire de l'humanité de ce point de vue. Parce qu'il est important qu'on sache que le Sénégal est une vieille terre de peuplement, mais également une vieille terre de civilisation. Et que nous avons besoin de ce point de vue de leçons de personne. Nous avons apporté au patrimoine universel des contributions irremplaçables. À nos jours, nous nous arrêterons en 2012, n'est-ce pas? Parce que nous avons pensé qu'il faut quand même pour l'histoire laisser un petit peu de temps entre le moment où les événements se passent et le moment où on en parle, de sorte que nous puissions, de cette ans jusqu'à 2012, donc l'élection de Macky Sall, nous puissions essayer de faire du travail qui permettra de connaître l'histoire du Sénégal. Comment procéder avec les minorités? Nous les recenserons systématiquement et nous les prendrons en charge de toutes. Aucune minorité ne sera laissée de côté. Je l'ai dit dans le document introductif que j'ai présenté. Aucune ethnie ne sera laissée de côté. Aucune langue
ne sera laissée de côté. Aucune minorité ne sera laissée de côté. Il n'y a pas seulement quand dans le sud de la Casamance que les problèmes se posent. Nos rapports avec la Guinée-Bissau, à un moment donné, étaient des rapports qui étaient totalement différents, car on était tous particulièrement dans les parties de l'Empire du Gabon. Nous avons appartenu à l'Empire du Mali, nous avons appartenu à l'Empire Soral, etc., etc. Et nous avons partagé un patrimoine commun. Par conséquent, nous nous inscrivons dans la perspective de la Sénégambie. Et nous avons écrit déjà en Guinée-Bissau, à l'université, mais également à des spécialistes pour nous demander de venir participer à cette histoire. Nous avons écrit en Gambie, nous avons écrit en Mauritanie, pour que les gens venant de partout puissent apporter leur contribution. Nous voulons également que toutes les ethnies soient prises en compte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adopté l'approche par les terroirs. Ça nous permettra de serrer de près la réalité dans sa diversité et de rendre compte de la grande marqueterie politique que représente la sous-région dans l'espace que nous avons. La question donc des tororeurs, des maquillés, tout ça, nous prenons ça en charge, c'est l'évidence. On ne laisse de côté aucune question. Nous avons des spécialistes des questions poulard, des gens qui ont fait leur thèse sur les questions poulard et sur l'histoire du Fouta, qui connaissent parfaitement ces questions. Aucun problème ne sera là. Je viens à vous le dire. Bon. Y a-t-il des informations ou des informations sur 1817, l'histoire de la France? C'est une question qui n'a pas de sens. L'histoire du Sénégal et l'histoire de la France sont des histoires qui sont liées. On ne peut pas faire l'histoire du Sénégal sans l'histoire de la France. On ne peut pas faire l'histoire de la France sans l'histoire du Sénégal. Elles sont liées toutes les deux. Il s'agit de faire la part des choses et de montrer le rôle que les uns et les autres ont joué. Et cela, j'estime que les historiens qui sont là sont des gens qui savent parfaitement faire la part des choses et qui ont fait des travaux importants sur cette matière et qui n'ont absolument pas compris. Par conséquent, nous n'avons pas beaucoup de difficultés de ce côté-là. Je n'ai pas dit beaucoup de votre travail, parce qu'il y a eu, pendant toute la période racontée par les colons, des confirmations ou des informations. Bien sûr que si, bien sûr, obligatoire. Bien sûr que si. C'est ça ma question, mais c'est pas aucun problème. Déjà, vous savez que les colons disaient que Blaise Diagne avait été le principal artisan du recrutement de 1917 et que quelqu'un comme Bangolo Noven avait essayé de sauver l'Afrique. Alors que Blaise Diagne, au contraire, recrutait à outrance. Mais déjà ça, moi-même dans ma thèse, j'ai démoli complètement cette thèse en apportant des arguments pour prouver que, à la vérité, Bangolo Noven cherchait à élargir le nombre de recrutements, non seulement au Sénégal, mais de l'élargir même en Gambie, ainsi que en Guinée-Bissau. Et qu'en vérité, il n'a jamais eu comme préoccupation le souci du Sénégal. Et j'ai sorti des correspondances qui ont fondé cet argument. Vous voyez? Quand vous prenez les différents autres travaux qui ont été faits, vous trouvez régulièrement des critiques, des thèses qui ont été formulées par d'autres historiens occidentaux avant nous, n'est-ce pas, systématiquement, mais également les historiens de l'époque coloniale. Alors, c'est systématiquement que nous allons réfuter toutes les thèses, de sorte que tout ce qui était contribué sera laissé de côté. La bataille de Ngolngol, vous verrez également que nous allons apporter des preuves qui sont des témoignages fournis par les Français eux-mêmes, dans lesquels ils disent le désarroi qui les a pris à Ngolngol. La bataille de Dam, la bataille de Kébémer, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments extrêmement importants. Maintenant, nous montrerons aussi des choses extrêmement importantes. Déjà, dans le document que nous avons présenté, vous avez une réalisation faite par nos ancêtres qui date du XIIe siècle, le pectoral de Raoult. Pensez que ce travail a été fait au XIIe siècle. Le XIIe siècle, c'est-à-dire quand la France était en plein Moyen-Âge. Il y avait déjà à cette époque-là, à Raoult, dans la zone, en tout cas dans la sous-région, des artistes qui étaient capables de réaliser cela. Qui peut prétendre que ces gens n'ont pas de civilisation? Regardez la beauté de ce pectoral. Au XIIe siècle, avec une technologie appropriée, sans aucune intervention étrangère. Rien que ça, c'est extrêmement significatif de ce que le Sénégal a apporté au patrimoine universel et qui n'a jamais été enseigné nulle part, pratiquement. Jusqu'à ce que les chercheurs sénégalais n'ont
mis en exergue et que des gens parmi nous ont insisté pour que ça figure comme l'un des éléments d'identification des logos de l'histoire générale du Sénégal. Par conséquent, soyez tout à fait rassurés, tout ce qui a été écrit de faux, inexact, à la fois sur nos chefs religieux, sur nos rois, sur nos populations, sur nos mœurs, sur nos coutumes, sur nos traditions, par des gens qui se sont trompés, qui les ont déformés. Nous rétablirons la vérité, n'est-ce pas, et nous donnerons une histoire qui sera la véritable histoire du Sénégal, dont nos enfants seront extrêmement fiers. Parce que nous avons quand même, malgré toutes les difficultés que nous avons connues dans le passé, bâti une nation dont nous sommes fiers. Notre pays est un modèle de démocratie. Notre pays est un modèle de tolérance. Notre pays est un pays dans lequel, quand même, on peut vivre librement. Des gens quittent constamment leur pays pour venir se réfugier au niveau du Sénégal et demander à y vivre pour le reste de leur vie. C'est parce qu'il y a un mode de vie sénégalais qui plaît à l'extérieur aussi. Et cela, nous veillons à ce que ce soit fait. Mais nous ne cacherons pas aussi nos défauts. Nous avons des défauts, on les mettra en exergue pour que les civilisations futures, les générations futures qui vont venir, évitent de tomber dans ces défauts afin que nous ayons un profil de Sénégalais qui soit le plus adéquat possible, capable de prendre en charge son développement, décomplexé vis-à-vis de qui que ce soit, mais qui déjà pourra dire voilà ce que mon pays a apporté au comportement du pays. Et le projet que nous avons lancé a reçu d'ailleurs des échos ailleurs. Le Mali est en train lui aussi maintenant de faire un projet d'histoire du Sénégal. Le Cameroun est en train du Mali. Le Cameroun est en train de faire son histoire générale du Cameroun. Ce sont des choses extrêmement importantes qui montrent que la marche que nous avons faite mérite d'être soutenue et appuyée. Et nous demandons, vous, justement, journalistes, d'appuyer cette cause, de ne pas perdre du temps à pinailler sur les détails. C'est une organisation structurée, solide, cohérente, bien gérée. Nous avons décidé d'en confier la gestion financière au Codesria, la gestion administrative au Forum civil. Tout est fait de la façon la plus transparente et la plus honnête et la plus loyale. Il faut que les gens sachent que des sacrifices même ont été consentis. Nous avons eu un collègue, Mamadou Fall, qui croit tellement à cette histoire que quand il a soutenu sa thèse et qu'on l'a publiée, il a pris une lettre dans laquelle il a écrit qu'il donne tous les droits d'auteur de sa thèse à l'histoire générale du Sénégal. J'estime que ce sont là des témoignages qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. C'était du politique. Il y a des gens qui croient dans ce qu'on fait. Tout ce qu'on est allé voir sur le terrain, ce qu'on peut redire sur cette histoire-là. Donc, on ne prend pas pour argent comptant ce qui a été dit. De toute façon, le colonisateur n'a pas écrit grand-chose sur Yaya Dieng, parce que vous savez bien sur Yaya Dieng. Maintenant, il y a Lamphal qui pose la question des minorités ethniques, mais je pense que là aussi, il faut qu'il se rassure. Le professeur l'a dit, cette approche par les terroirs nous permettra de prendre en charge l'ensemble des préoccupations de l'ensemble des populations sénégalaises. Et dans l'écriture de cette histoire générale du Sénégal, nous allons faire la question du peuplement de l'espace sénégalais va être abordée. Et c'est à ce moment-là qu'on verra qu'on ne peut pas faire une dichotomie entre l'espace gambien et bissau-guinéen. Il y a une interpénétration des populations qui sera l'occasion pour voir l'histoire de toutes ces populations qu'on appelle les minorités ethniques et leur histoire, leur évolution vont être prises en charge dans ce que nous allons écrire au niveau de ces ouvrages. Maintenant, pour la question des Toronto, des Mathieu, mais tout est parti d'histoire. On va étudier ça du point de vue de l'histoire, de notre posture d'historien. Nous allons essayer de voir comment se sont passés ces événements-là. On ne fera pas l'histoire des Mathieu pour parler des Mathieu, non. Comment le Torodé a pu émerger à un moment donné pour remplacer le Déniaké au pouvoir, quelle a été la place des Mathieu. On va étudier tout ça, mais du point de vue de l'histoire, selon l'historien, avec nos techniques scientifiques de l'historien. On n'est pas là pour faire la géographie, pour faire de tel ou tel autre, mais
nous sommes des historiens, nous utilisons les moyens de travail de notre discipline pour aboutir à un résultat que nous allons livrer au peuple sénégalais. D'abord, en histoire, on utilise les sources écrites que la tradition orale. Donc, il y a un travail qui s'est fait, tout à l'heure Ndiaye et d'autres personnages. Mais tout ce qui est dit autour d'eux, ça va être analysé et essayer de donner une explication rationnelle pour que quelqu'un puisse comprendre. Deuxième piste, c'est qu'il est prévu une série qu'on appelle études et documents. Dans cette maison, si vous avez le temps, pour le Wolof et le Sérère, c'est déjà assez avancé. Pour les autres groupes ethniques, ça va se faire au fur et à mesure. Il y a des Sénégalais qui ont un savoir sur beaucoup de questions. Les Sénégalais à qui on n'a pas donné la chance de partager ce qu'ils savent. Il y a un qui est ici dans la salle derrière vous, qui tous les jours, non seulement écrit, mais dessine ce qu'il sait. Pour le Sérère, c'est déjà fait ici. Il y a des Sénégalais qui viennent ici, qui partagent ce qu'ils savent. On espère que pour le mandin, pour le bref, vous savez qu'il y a une vingtaine de langues au Sénégal. Et donc, ça se fera au fur et à mesure que ces personnes non seulement expriment le désir, mais également ont les moyens de venir faire ce travail. Ça, c'est la deuxième piste. Troisième piste, il est prévu des versions en langue nationale. Parce que ce qu'on est en train de faire, vous avez raison. Parce que le représentant de Wolf a raison, il faut bien traduire ça, pour que les Sénégalais comprennent et qu'on en parle, et qu'on discute. Deuxième niveau de réponse, c'est concernant le regard croisé, si on est Sénégalais étranger. Bon, vous savez, en histoire, c'est le regard croisé, même entre nous, on peut avoir plusieurs points de vue. La vérité, c'est quand on croise les données, on saura ce qui est vrai, ce qui tient la route, ce qui ne tient pas la route. Est-ce que l'expertise existe? Mais l'expertise, non seulement il y a des enseignants, il y a des chercheurs, mais il y a des étudiants qui travaillent sur les questions. Donc l'expertise existe pour avancer sur l'ensemble de ces questions. Les minorités, il y aura un travail sur les migrations, sur les déplacements de population. Les Sénégalais qui habitent aujourd'hui dans telle ou telle région, ben, il faut savoir depuis quand ils sont là, ça permet effectivement de faire baisser les tensions. Chacun croit qu'il est autochtone. Autochtone, c'est un mot très chargé. Quand on réfléchit sérieusement, on se rend compte qu'on fait tous déplacer. Alors là, il va y avoir des éclairages pour que quand même on baisse un peu la tension et qu'on soit... Alors, les problèmes de casse, mais même les rapports entre hommes et femmes. Vous savez, les femmes ont des soucis, ont des informations qui ne correspondent pas toujours à ce que les hommes disent. Donc, on va essayer de faire en sorte que les données soient croisées. Je signale que la prochaine étape, vous avez raison, on a été à Tamba. Il y a les amis qui étaient à Tamba, ils sont derrière nous, ils viennent d'arriver. Voilà. Mais la prochaine étape, ça a été retenu, c'est le Fouta. Maintenant, dans quel coin on va être au Fouta, ça c'est une discussion qu'on va avoir, mais c'est sûr que la prochaine étape, ça va être le Fouta, ça a été retenu au sein du comité. Après le Fouta, les gens vont bouger, et je crois qu'en cours d'année, c'est ça. Il a parfaitement compris l'importance de l'histoire de Tokyo dans le développement national. Ce n'est pas en fait du hasard s'ils ont une quarantaine de milliers de musées. Ce n'est pas en fait du hasard si c'est un pays qui compte parmi les pays les plus unis, les plus solidaires, les plus travailleurs, les plus disciplinés. Et aujourd'hui, la Chine est en train d'évoluer à pas accélérer et la première économie mondiale. Alors que c'est il y a juste quelques années, en 1949, que la révolution chinoise a pu triompher de l'impérialisme et a essayé de bâtir une société socialiste. On nous offre un bel exemple de ce qu'il faut faire. Mais la Chine a une histoire de la Chine. Une histoire globale, nationale de la Chine qui permet à tous les Chinois d'être articulés à ce passé et qui comprennent ainsi le patrimoine dont ils sont gestionnaires et l'obligation qu'ils ont de le faire fructifier, de le respecter, de le considérer comme le viatique, le levier sur lequel ils doivent s'appuyer pour essayer d'aller de l'avant. Vous avez donc très bien fait d'avoir évoqué le problème de la Chine. Et notre travail à nous se fait en liaison avec les musées
des civilisations noires, dont le responsable, Amadou Bokoum, et en même temps le président de la commission européenne, qui prend en charge tout ce qui concerne la préhistoire. Mais en même temps, nous allons essayer de travailler à développer du mieux que nous pourrons l'esprit muséal afin que l'État sénégalais comprenne la nécessité de doter non seulement chaque région, mais chaque département, peut-être même chaque village, d'une structure muséale qui permette de recenser l'ensemble des éléments historiques ou préhistoriques que nous aurons trouvés dans la zone. Déjà, dans l'histoire qui a été faite à l'extension du Sénégal, on est demandé de faire attention à tous les endroits où l'on peut trouver des vestiges préhistoriques, de les signaler aux autorités, les localisent, les protègent, parce que ce sera notre patrimoine. Quand nous avons été à Tambacounda pour tenir la rencontre que nous avons tenue à Tambacounda, qui a regroupé près de 200 personnes, au retour, nous sommes tombés sur des zones où se trouvaient des mégalithes, où se trouvent également d'autres vestiges préhistoriques. Nous sommes descendus du bateau pour aller dans la brousse et nous avons découvert des zones encore inexplorées dans lesquelles existent des vestiges qui montrent que nos ancêtres ont pu amener des activités dans cette région. Or, dans cet endroit, ils ont créé une structure qui s'appelle l'équipe Niani, qui regroupe l'ensemble des travaux de recherche qui ont été entrepris et qui permettent aujourd'hui de reconstruire l'histoire du Niani. Et cette histoire-là, elle est aussi l'histoire comme l'histoire européenne. L'histoire européenne est aussi pleine de mythes. Il y a une odyssée, c'est des tas de mythes, mais les Occidentaux les ont consacrés comme étant la base de leur histoire, qui s'en servent pour féconder la pensée de leur génération passée et future. Et ils sont très fiers de l'histoire grecque, ils sont très fiers de l'histoire, n'est-ce pas, Alors, nous n'avons donc pas de ce point de vue complexe. Nous allons nous aussi travailler à sensibiliser l'État sénégalais à la nécessité de mettre une politique du musée. C'est la raison pour laquelle, en cherchant à articuler la bibliothèque nationale qui sera montée avec la maison des archives, nous aurons là un lien extrêmement important qui pourra nous permettre. Maintenant, sur le héros national, il y a sur le héros national, il peut y avoir plusieurs héros nationaux sous la langue sur laquelle on représente. Et puis un héros n'est pas quelqu'un qui est architecte critique, il peut aussi être l'architecte critique. Et ce que nous allons faire, nous veillerons à ce que toutes les figures emblématiques qui méritent d'être dégagées soient dégagées et soient connues. Mais par-delà les héros, il ne faut pas que les héros ne proviennent que des familles régnantes uniquement. Les héros aussi se trouvent chez les ouvriers, chez les paysans, chez les agriculteurs. Les héros se trouvent chez les danseurs, chez les chanteurs, chez les artistes, chez les journalistes. Nous les trouverons partout et tout ce dont l'exemplarité de la vie mérite d'être connue et portée à la connaissance de notre pays, nous verrons à ce qu'il soit bien connu et que la signification que le texte a eu à exprimer soit parfaitement comprise et parfaitement maîtrisée. On me dit qu'il y a un stabilisé qui voudrait que sous Tamba faire un témoignage particulièrement important. Je vais lui passer la parole. Je voudrais apporter quelques témoignages sur l'approche qui est développée par ce groupe de travail. Le professeur a dit tantôt qu'ils ont été à Tambacounda, j'y étais. Je veux témoigner de l'approche participative, inclusive qui a été développée. Déjà dans la préparation de la venue de la délégation de l'histoire générale pour le Sénégal. Un groupe de travail a été institué à Tambacounda, supervisé par le gouverneur, qui a impliqué des enseignants, des historiens, mais aussi d'autres enseignants qui ne sont pas des historiens, parce que l'histoire générale du Sénégal n'est pas une affaire seulement de spécialistes. Ce groupe a impliqué également des acteurs de la société civile, j'en suis un. Je suis responsable d'une ONG et de plusieurs structures qui interviennent dans la région et dans la sous-région.
nous avons eu, avant la venue donc, de la mission, à nous préparer, à discuter avec les populations, à faire la revue de certains thèmes qui devraient faire l'objet de partage quand on parle de l'histoire générale du Sénégal, de sa réculture, des origines à nos jours. Nous n'avons pas été très aux origines, mais à nos jours, nous sommes présents et témoins de l'histoire contemporaine où nous pouvons apporter des contributions pour que rien ne soit ignoré sur ce que notre peuple, nos populations ont vécu dans leur processus d'évolution. C'est ainsi que la mission a pu découvrir et entendre des communications importantes sur l'histoire du Niani, l'histoire du Boundou, du Gadiaga. Mais aussi, nous avons transcendé les frontières parce que nous sommes dans un espace transfrontalier. Nous avons fait jonction avec l'histoire du Mandé. Nous avons fait l'histoire avec le royaume du Gabon qui a convoqué la Sénégalie méridionale. Donc, c'est dire que ce sont aussi les populations et les acteurs qui sont dans ces terroirs qui peuvent, à côté des spécialistes que vous êtes, apporter leur contribution qui doit être intégrée dans la réécriture de notre histoire, pour que ces populations se reconnaissent dans cette histoire. Nous avons aussi donné des informations de taille. Tout à l'heure, professeur, vous avez parlé du retour de la mission qui s'est arrêtée en route pour voir certains sites. Je suppose que ça doit être à Douala-Lampour. Nous avons communiqué sur Makapoligantan de l'existence d'un tambour que nous avions identifié il y a plus de 10 ans, qui était un tambour qui servait dans un système d'alerte rapide traditionnel, qui permettait aux populations du Niani d'être averties de l'invasion des Boundounkés, des Sisibés du Boundou. Ce tambour donc servait à alerter à partir des initiés qui savaient l'utiliser. Quand ils tapent avec une certaine sonorité, dans un rayon, il y a des initiés qui perçoivent et qui décodent le message comme le message morse. Et eux aussi, ils répliquent. Dans un rayon de plus de 75 km, les gens pouvaient être avertis rapidement qu'il y avait une attaque probable. Et en conséquence, ils pouvaient s'organiser et se défendre. Ce tambour, il existe. Nous avons et nous sommes en train de tout faire pour mettre à votre disposition des éléments. Je peux continuer à citer d'autres exemples. C'est pour dire tout simplement que c'est une mission patriotique dont il s'agit ici, mais aussi panafricaniste dont il s'agit ici. On peut être d'accord, ne pas être d'accord de tout ce qu'on raconte, mais chacun d'entre nous, en tant que citoyen, en tant que citoyenne, doit s'investir pour que on puisse un jour dire nous avons apporté notre contribution dans la réécriture de l'histoire vraie de notre Sénégal. Et ça, nous pensons que c'est important. Nous attendons, après cette mission, que la collaboration se